Voilà, on se retrouve avec un nouveau plateau qui va être consacré à la dépendance technologique, les approches concrètes. Cette séquence vise à comprendre comment sortir des dépendances techniques, économiques, juridiques. Nous allons examiner la place de l'open source, les alternatives à VMware, l'exploitation souveraine, le SecNum Cloud, le UCS, et plus généralement comment les acteurs du cloud français structurent leurs offres souveraines. Voilà, vous êtes des représentants de ce cloud français. Alors, j'ai le plaisir d'inviter sur ce plateau Olivier Pollaert, président de Silène, Nicolas Leroy-Florio, président de Keops Technologies, Stéphane Clément, directeur général de Tenexa. Et nous avons en ligne Giuliano Ippoliti, directeur cybersécurité de Cloud Temple. Est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Très bien. Très bien. Alors, quelles dépendances sont aujourd'hui les plus critiques? Quelles sont selon vous les attentes des clients en termes de souveraineté et quelles sont les dépendances technologiques les plus problématiques aujourd'hui pour les entreprises? Voilà, je vais vous poser cette question, vous allez y répondre tous les trois et puis vous n'allez pas oublier de rappeler qui vous êtes ou quelles sont vos sociétés, même si pour la plupart, ce n'est pas nécessaire, tous les quatre, pardon, ce n'est pas nécessaire de vous présenter. Alors, je donne la parole à Olivier pour commencer. En termes de dépendance, je pense que déjà il y a un élément assez fondateur qui s'appelle la bureautique et l'authentification qui nous lie assez intimement à Microsoft. Et en fait, ce que je dis toujours, c'est que la souveraineté, on la changera pas, on la déclenchera pas simplement en disant aujourd'hui on a décidé de faire de la souveraineté. En revanche, c'est pas parce qu'une offre est excellente, et tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'un produit comme Teams est absolument parfait, c'est pas parce qu'une offre est excellente qu'on doit mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, en fait, la souveraineté, ça se construit brique par brique, ça se construit déjà en choisissant des éléments qui peuvent être facilement externalisés de ces hyperscalers. Et très clairement, le mouvement, entre guillemets, move to cloud a fait énormément de mal à la souveraineté, alors que c'est un mouvement qui, dans la plupart des cas, était totalement inutile parce que les offres de services qui existaient déjà de façon souveraine couvraient largement ce besoin. Donc je pense que si on parle de souveraineté, il faut voir ça comme une stratégie, comme une destination, et non pas comme un dogme, parce que le fait de dire « demain, je coupe tous les ponts avec tout le monde », c'est un peu une hérésie quand même. Alors, on rappelle qui vous êtes, Olivier. Donc, Olivier Pollaert, je suis le fondateur et président de Silène. Silène étant un acteur, on va dire, de toute la chaîne de valeur en dehors de l'application métier. C'est-à-dire que ça va des data centers à l'activité opérateur en passant par tous les services d'infogérance et le développement applicatif, le traitement de la data, la cyber, enfin bon bref. Ok, alors je me tourne vers vous, Stéphane. Eh bien voilà, la question est la même. Quelles sont les attentes des clients en termes de souveraineté et quelles sont les dépendances technologiques les plus problématiques selon vous aujourd'hui pour vos clients? Je vais suivre ce qu'a dit Olivier, ce qui est vrai. Moi, j'ai l'habitude de dire que la dépendance, c'est pas un péché, c'est un risque. Donc, ce qu'il faut, c'est dérisquer, c'est pas couper totalement, c'est pas le sujet, on peut pas tout couper, un Teams ou une bureautique, quel qu'il soit, mais il faut dérisquer ce qu'on a, et ça veut dire dérisquer, c'est se dire, est-ce que, en termes de sujet de localisation de la donnée, parce qu'on va voir que dans la dépendance, c'est où se trouve ma donnée, la donnée, elle se trouve, en termes d'extraterritorialité, ça veut dire, c'est un mot difficile à dire, mais est-ce que mes services, ils sont opérés avec des gens qui ne sont pas soumis à des règles d'extraterritorialité, voilà, on a vu quelques cas avec les États-Unis ou ce genre de choses. Donc, c'est aller dérisquer chacune des choses. Et c'est donc un peu comme on fait du lean management, aller peut-être voir toutes les tâches de son système d'information et de se dire que ce que je peux mettre sécurisé et que ce que je vais dérisquer au maximum. Bien entendu, ce qu'on a entendu, et je pense qu'une partie du sujet était là, c'est à un moment ce qui s'est passé avec Broadcom et l'arrivée de VMware en se disant en plus, et ça c'est au-delà d'ailleurs de la souveraineté ou de la dépendance, parce que là on est au-delà de ça, c'est juste je suis pieds et poings liés avec une seule technologie, est-ce que je ne dois pas dérisquer en regardant d'autres technologies et en ayant plus ce sujet où j'ai une seule solution à laquelle je me retrouve dépendant et tout d'un coup mes coûts explosent de 20, 30, 40% alors que je ne m'y attendais pas. Donc ça vient, et ça vient un petit peu au-delà de la souveraineté, mais pour revenir sur la souveraineté, oui, depuis des années, ce sont des choix aussi faits par
par nos clients, les DSI, qui doivent jongler dans un équilibre d'outils spécifiques, et on l'a dit, difficile de sortir d'une bureautique actuellement américaine, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais à côté, j'ai des données sensibles. Il y a aussi quelque chose qui arrive, qui est l'IA. L'IA, parce qu'on met beaucoup de données personnelles dans l'IA. Donc ça, c'est ce qui vient aussi changer la donne. C'est-à-dire qu'on met énormément de données, des documents, des contrats et ce genre de choses. Donc, où est-ce qu'est ma donnée? La gouvernance de la donnée. Enfin, je pense que c'est des sujets dont on va parler. On va parler, voilà, oui. voilà. Et donc, juste pour... moi, je suis Stéphane Clément, je suis le président de Tenexa, qui offre un continuum de services d'infogérance, principalement, depuis un data center souverain jusqu'au poste de travail. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Giuliano. Giuliano, est-ce que... Oui. Voilà. Est-ce que vous avez, voilà, une idée de dépendances technologiques les plus problématiques pour les entreprises? Donc, le sujet principal de nos clients, donc je suis Giuliano Ippoliti, directeur de la cybersécurité de Cloud Temple, donc fournisseur cloud qualifié Secnum Cloud depuis 2022. Donc, leur sujet principal est la protection des données. Et donc, le sujet le plus problématique par rapport à ça, c'est la part de marché très importante que les hyperscalers ont en Europe, donc autour de 70%. Et le sujet, c'est que les clients cherchent des solutions souveraines pour protéger leurs données, avec un haut niveau de sécurité et d'immunité aux lois à portée extraterritoriale. Et ils doivent parfois jongler avec la problématique d'une offre souveraine qui est, il faut le dire, un peu moins étoffée, avec une gamme de produits moins riche que celle des hyperscalers. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je pense qu'on reviendra également. En tout cas, nous, au sein de Cloud Temple, on s'efforce de fournir une solution souveraine de cloud avec une gamme de services de plus en plus riche. Très bien. Eh bien, Nicolas, vous aussi, vous fournissez une gamme de plus en plus riche de services souverains. Oui, donc je suis Nicolas Leroy-Fleuriot, je suis le président directeur général de Keops Technologies. Nous sommes plantés à Bordeaux, notre siège n'est pas à Paris. On a notre siège social à Bordeaux, 12 agences en France, une filiale en Suisse. On fait un peu plus de 200 millions de chiffre d'affaires. On opère 5 data centers en France et 3 en Suisse. Et on les opère pour chaque pays de façon souveraine. Alors peut-être, Johan, la question qui se pose, c'est finalement, c'est quoi la souveraineté? Alors nous, on a une définition chez Keops Technologies, c'est exploiter les meilleures technologies du marché. Et elles sont souvent américaines, parfois chinoises, de façon souveraine. Exploiter ces meilleures technologies de façon souveraine, ça veut dire que s'assurer que les systèmes de nos clients que nous hébergeons, les données, les applications, ne soient pas accessibles, pour quelque raison que ce soit, légale ou illégale, par des tiers. Donc ça sous-entend ne pas être soumis au Cloud Act. Donc ce fameux manifeste américain ou cette fameuse loi américaine qui permet au gouvernement américain, et plus que ça maintenant, aux 17 agences de renseignement américaines, d'accéder aux données hébergées chez un opérateur de cloud de droit américain quand ils le veulent, comme ils le veulent. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le Cloud Act a évolué. Avant, il fallait un juge fédéral qui décide. Maintenant, une des 17 agences de renseignement américaines peut dire à Google, à Microsoft et à Amazon Web Services, donnez-moi les données de telle boîte. Voilà. Et si c'est un risque, qu'on considère que c'est un risque de sécurité pour le territoire, eh bien le client final n'est pas prévenu que ces données ont été transmises. Et comme par hasard, la concurrence économique qu'une entreprise européenne peut livrer à une entreprise américaine, c'est un risque de sécurité pour le territoire américain. Et donc le client final n'est pas prévenu. Donc il y a de vrais enjeux autour de tout cela. Nous, notre approche, je viens de le dire, c'est on ne peut pas se passer des technologies américaines. On peut se raconter ce qu'on veut, mais il y aura de toute façon dans la brique d'un système d'information, il y aura toujours un produit américain et qui donc, si on ne l'exploite pas de la bonne manière, peut être soumis au Cloud Act. Donc ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas d'accès possible par ces acteurs, ces partenaires technologiques qui sont les nôtres, qu'il n'y ait pas d'accès possible aux data. Voilà, c'est ça la souveraineté à notre niveau. Mais c'est clair. Alors, effectivement, on voit que vous avez quand même une approche un petit peu différente. Olivier, vous avez beaucoup... Enfin, vous êtes plus sur... voilà, on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas parler de souveraineté numérique sans maîtrise de la chaîne logicielle et matérielle. C'est ce que vous essayez de faire. Mais parlez-nous-en, d'ailleurs. Je vais prendre un exemple pour rebondir sur ce que dit Nicolas. Vous prenez
un serveur, une unité de stockage, etc. etc. Si vous utilisez toutes les briques de cet élément-là pour vous assurer de la pérennité de vos données, la probabilité que ce soit exact est quand même extrêmement aléatoire. Si par contre vous déstagez les rôles et responsabilités de chacun de ces éléments en mettant des organes de sécurité qui ne sont pas du même constructeur ou qui ne sont pas de la même nature, que vous mettez des éléments de sauvegarde qui externalisent ces données sur d'autres systèmes, que vous fermez les accès extérieurs, ce que disait Nicolas, pour éviter des intrusions ou des évasions de données, ben en fait, même si vous êtes dépendant à un instant T d'un matériel d'origine américaine, c'est souvent le cas effectivement, l'instant T suivant, c'est un autre matériel. Donc en fait, vous limitez la dépendance tout simplement par la multiplication des sources et le contrôle de celles-ci. Et donc, rien n'empêche de prendre deux technologies américaines, une qui va faire le stockage, une qui va faire la sauvegarde, dans la mesure où celle qui va faire la sauvegarde est capable de restaurer sur d'autres volumes de stockage ou des serveurs, des éléments de process. Si vous n'êtes pas dépendant des éléments de contrôle de ces process parce que vous allez déployer de l'open source ou quoi ou qu'est-ce, bon, finalement, la carcasse, elle est d'une marque à un moment, elle est d'une autre marque à un autre moment. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est désolidariser la dépendance. C'est là où elle est la souveraineté. Peut-être, si je peux rajouter, la dépendance, on la règle aussi en ayant effectivement des solutions, comme vous venez de le dire, interchangeables, jusqu'au niveau des briques logicielles. Et je sais que vous allez vouloir nous amener, Johan, sur Broadcom et VMware. Effectivement, la vraie souveraineté, c'est de pouvoir se passer d'une des briques technologiques quand ça devient nécessaire. C'est ça, il faut pas fuir. De toute façon, on ne peut pas fuir la dépendance complètement. Il faut aussi gérer sa portabilité, c'est-à-dire la capacité à ce qu'on a sur une technologie à pouvoir la porter ailleurs. Et au-delà quand même, un point important, et maintenant que je pense qui devient un sujet pour tous, c'est que la donnée ultra sensible ou la donnée sensible, elle doit avoir une souveraineté numérique. Pas une souveraineté. La souveraineté de la donnée, c'est déjà d'être sur un système, un SecNum, etc. Ça, c'est une chose. C'est la localisation de la donnée, mais c'est aussi toute la gouvernance. Parce que si vous avez votre localisation de la donnée dans un cloud souverain comme l'un de nous trois et que vos centres de services sont en Inde ou sont autre chose, vous avez aussi un problème de gouvernance et un problème de risque qui est donné. Voilà. Tout le problème de l'offshore. Voilà, d'où le problème de l'offshore. Et là, bien sûr, tout le monde va dire la souveraineté, elle a un coût, et ce coût, puisqu'il nous permet plus de faire de l'offshore, il nous oblige à avoir des niveaux de sécurité. On parlera peut-être justement des normes, des qualifications SecNum Cloud ou ce genre de choses. Ça apporte un certain nombre de coûts. Sauf que dans les années qui suivent, si c'est pensé avec InDesign directement là-dessus, je pense qu'on aura un sujet sur les coûts qui va se tasser. Mais souveraineté numérique, c'est j'ai mes données sensibles. C'est le principe moyenâgeux du château fort où il y avait le donjon qui doit être imprenable, les premières ou deuxièmes enceintes qui sont assez sécurisées en cyber, et puis on laisse un moment les champs, parce que ça coûte cher, on ne pourrait pas tout le monde avoir dans le donjon, donc à un moment, il faut laisser des choses qui peuvent brûler, mais on maîtrise ce qui peut brûler, et ça sera reconstruit derrière, d'où rejoint ce que disait Olivier sur le problème de séparer la sauvegarde, le stockage, et d'avoir quelque chose. C'est toujours de la rationalité, enfin, il faut être pragmatique, c'est pas quelque chose où on peut être dogmatique, il faut être pragmatique, mais tout en se disant, ma donnée sensible, celle-là, elle est voilà. Nos ancêtres disaient, faut pas mettre tous ses yeux dans le même panier. On n'a pas peut-être assez insisté pour les auditeurs sur la notion de souveraineté. C'est la souveraineté numérique, c'est faire opérer ces données par une société de droit française ou européenne. Oui. Avec des data centers localisés en France ou sinon en Europe. Voilà, avec des opérateurs. Et avec des opérateurs français. C'est possible. Des opérateurs français en termes de quoi d'infrastructure. Oui, des centres de services français. Voilà. Ça c'est mandatory. Okay, et après, nous on a des clients qui font de la R&D. On est agréé hébergeant de santé, donc on héberge des hôpitaux, des cliniques, des groupes de cliniques avec des données extrêmement sensibles. Donc ils ont choisi un opérateur de cloud souverain comme Keops, que ce soit en France pour la France, en Suisse pour la Suisse. Mais à côté de ça, on a des clients, je pense à quelques clients qui font de la R&D et dans des environnements sensibles comme la défense ou le domaine de la santé, qui font de la recherche, je pense à des labos notamment. Ils ont leur messagerie chez les deux leaders de la messagerie. Les deux leaders, on peut les citer, c'est leur faire honneur, c'est Microsoft avec 365 et c'est Google avec Gmail.
Quand vous avez une informatique corporate souveraine chez un opérateur de cloud souverain, et quand vous avez en revanche toutes vos datas de messagerie, toute votre messagerie qui est basée chez eux, vous êtes à risque. Parce que les services de R&D, ils échangent un tas de données ultra confidentielles par la messagerie. Voilà. Et là, vous pouvez dire ce que vous voulez, les Américains, on le sait, et c'est dans les conditions générales, ils accèdent, les opérateurs que je viens de citer, ils enrichissent leur modèle d'IA avec les données de tout le monde, y compris celles des entreprises, pas que les particuliers, et ils en tirent, ils en tirent de la connaissance, ils en tirent des fichiers commerciaux éventuellement qu'ils revendent, etc. On peut dire ce qu'on veut, c'est dans les conditions générales. Et de toute façon, il y a eu, le patron de Microsoft France a été entendu à l'Assemblée nationale au mois de juin, vous le savez, je crois que vous avez écrit sur ce sujet sur Channel News, il a été entendu et il a confirmé que ça se passait comme ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? À la demande de nos clients, on a lancé une suite collaborative souveraine qui s'appelle Mail in France, qui là, pour la peine, est construite avec des briques open source, donc messagerie, moteur de messagerie, chat, drive, messagerie instantanée, je l'ai dit, et moteur de messagerie, et on a Outlook en interface, de manière à ne pas perturber l'expérience utilisateur, et on permet aux clients qui ont des données sensibles d'échanger, en tout cas d'avoir une messagerie, une suite collaborative, on va dire, souveraine, véritablement souveraine. Et on est élu dans les risques qu'on vient d'évoquer. Juste pour compléter ce qu'a dit Nicolas, et un point supplémentaire, c'est que des boîtes dites souveraines comme les nôtres, l'actionnariat est important. Parce que si vous avez un actionnariat américain, si vous avez un fonds, par exemple un fonds d'investissement américain, qui n'est pas un fonds d'investissement français ou européen qui vous accompagne, vous rentrez dans le même sujet du Cloud Act. Donc c'est un vrai sujet. Nous, on héberge pas mal à la fois des services de l'État et beaucoup de banques. C'est une des spécialités de chez Tenexa, c'est le monde bancaire, et dont des banques moyennes et petites banques françaises avec une concurrence très forte sur des marchés, etc. Donc ces sujets-là, la chaîne de souveraineté numérique, c'est l'actionnariat, le lieu où on se retrouve et le lieu de la gouvernance. C'est les trois points qu'il faut vérifier. Alors, je voudrais faire réagir Giuliano sur ce qui vient d'être dit. Vous aussi, vous êtes 100% souverain au terme de ce qui a été dit. Oui, donc c'est la qualification SecNumCloud d'inservation 3.2 qui permet de montrer ça de façon qui n'est pas opposable. Le chapitre 19.6 de SecNumCloud inclut des exigences sur l'actionnariat, effectivement, comme il vient d'être évoqué. Et au sein de Cloud Temple, on cherche à étendre cette notion de souveraineté également à la couche d'infogérance. Donc, comme il a été évoqué très correctement, on peut héberger des données, des systèmes d'information sur un hébergement qualifié SecNumCloud, mais en confier l'exploitation à des centres offshore. Et notre façon d'assurer la souveraineté au niveau de l'infogérance, c'est à travers l'obtention de la qualification PAMS, qui est, on va dire, le pendant de SecNumCloud pour les services managés. Et on est dans la phase dernière ligne droite, on va dire, pour obtenir cette qualification. Si tout va bien, on devrait l'obtenir sur le premier trimestre 2026. Juste pour une autre petite réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, face aux composants électroniques, mais également aux équipements réseau, disques durs, mémoire, etc., qui sont fabriqués principalement aux États-Unis et en Asie, un autre levier de souveraineté, en plus de celui d'avoir le choix entre plusieurs fabricants, est celui de faire recours à des produits qui sont certifiés ou qualifiés par l'ANSI, qui a la capacité, dans une certaine mesure, de les disséquer et de montrer qu'ils ne présentent pas de problème de sécurité. Ok. Alors voilà, je voudrais vous entraîner sur ce terrain. Voilà, réduire les dépendances aux technologies propriétaires. Par où commence-t-on? Quelles approches fonctionnent vraiment? Quelles alternatives apportez-vous? Olivier? Je disais, la première stratégie, qui est vraiment celle de Silence, c'est l'open source avant tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en capacité d'avoir un accès direct au code et où on est en capacité de reconstruire une infrastructure à l'infini on-premise, on supprime la notion de dépendance. Cette notion de dépendance, on le voit très bien, puisque dans les modèles open source, notamment, il y a Proxmox, qui est un concurrent réel de VMware. On est contributeur à Proxmox depuis près de 10 ans.
Et notamment, tout le pilotage du SAN vient de code qui émane de Silène. L'intérêt de ce genre de solution, c'est bien évidemment, il faut accepter, et c'était encore plus vrai il y a quelques années, il faut accepter une certaine forme de perte de fonctionnalité, de souplesse, de support. C'est un investissement. Mais c'est un investissement qui, à terme, porte réellement ses fruits, parce qu'à l'heure actuelle, avec l'arrivée de la V9 et du portail de provisioning, on est vraiment très très proche des fonctionnalités de vCenter de Proxmox. Ouais. On est vraiment très très proche des fonctionnalités d'un VMware. Et donc, du coup, on a une dépendance totale. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abandonner VMware, c'est pas le débat. Le vrai débat, c'est de dire qu'il faut avoir une solution alternative, souveraine. Et comme disait Stéphane en parlant de ces champs de carottes à l'extérieur du donjon, on peut tout à fait avoir des choses qui sont publiques. Je veux dire, un site web dont le but est d'être consulté par la nation. L'intérêt de le mettre en sécurité, s'il est public, il n'y a pas grand intérêt. En revanche, pour un certain nombre de choses, et si on va encore plus loin que ce que disait Nicolas sur la souveraineté, avec des problématiques de loi de programmation militaire ou d'environnement DR, là on est encore bien au-delà du Sectum Cloud, et là on ne parle même plus de technologie ouverte. Donc il faut bien avoir des choses qui tournent en autonome. Et là, pour tourner en autonome, c'est forcément on-prem, c'est forcément avec des logiciels qui sont maîtrisés. Stéphane. Et nous, on a fait le choix. Alors, on était full VMware il y a 2 ans, quand j'ai repris Prolival, qui est venu intégrer Tenexa. Bien sûr, on s'est pris immédiatement, d'ailleurs, le sujet Broadcom. C'est la même chose. Le sujet n'est pas totalement de sortir et d'arrêter VMware, c'est de dérisquer. Donc, on a choisi d'ouvrir une seconde plateforme. Alors, nous, on a fait un choix OpenStack. Il y a ce sujet-là. Et il y a le deuxième point, parce que je parlais beaucoup de portabilité, qui est d'offrir à nos clients le fait de ne jamais se retrouver coincé, de bouger. Tous les sujets autour de la conteneurisation de Kubernetes, ça devient important parce qu'ils permettent de gérer une portabilité plus facile ou des mouvements entre le cloud public, des choix, un cloud privé souverain ou un cloud privé chez soi. Ces sujets-là sont tous liés et donner, les clés pour les clients de ne pas se sentir piégés sont importants pour aussi donner des choix parce que les technologies avancent très vite. On parlait d'IA, on n'avait pas ces sujets-là il y a 3 ou 4 ans, on les a maintenant. Donc tous ces sujets sont liés et donc il faut offrir, et Olivier a fait une excellente remarque sur le sujet de l'innovation, parce qu'on pense que le fait de se mettre sur des technologies pas aussi ouvertes ou pas avec autant de microservices que les grands hyperscalers, etc., vont être un frein à l'innovation. Alors, au début, il y a peut-être un certain nombre de sujets qui ne sont pas couverts. L'avantage aussi de travailler avec des sociétés comme Keops, comme Silène ou Tenexa, c'est aussi d'avoir, je pense, des gens, on est des sociétés implantées depuis très longtemps, très proches de nos clients, et on a beaucoup à l'écoute de nos clients, et on a des grands experts qui peuvent créer des technologies ou aller travailler avec nos clients pour faire que le frein à l'innovation soit largement dérisqué et soit minime, et qu'à contrario, ça nous aide tous à avancer, à offrir, nous, on offre beaucoup actuellement, on offre des sujets d'IA souveraine, ça veut dire comment utiliser des LLM du marché, des chats GPT, etc., tout en faisant attention à sa propre donnée et à la conserver et à la protéger. Donc tous ces sujets-là arrivent et on le travaille avec nos clients et on avance sur des solutions importantes. Et il faut là-dessus ne pas lâcher le fait de dire, oui, il peut y avoir quelques freins à l'innovation immédiate, mais on travaille tous ensemble, et c'est comme ça qu'un pays comme la France gardera sa souveraineté. Julien, oui. Non, je voudrais rajouter le vrai sujet quand on est opérateur de cloud et quand on gère des clients qui ont besoin d'une disponibilité 24/24, 7/7, c'est la maintenabilité de ce qu'on exploite. Et là, on touche très vite les limites de l'open source. Quand vous avez, je ne vais pas citer un acteur précis, mais quand vous avez un open source qui est maintenu par une communauté, vous ne savez même pas qui est derrière. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un mec d'une communauté qui, dans une mise à jour, ne va pas infecter avec un virus, ne va pas infecter le code. Et vous êtes, dans ce cas-là, vous êtes amené à télécharger un soft infecté avec les conséquences que ça peut avoir. Donc le support 24/7 de certaines briques open source peut très vite
avoir des limites. Donc aujourd'hui, si on prend le cas de KVM par exemple, ça tourne, mais si on commence à parler de KubeVirt par exemple, qui est une solution de virtualisation et de containerisation, on se rend compte que la maintenabilité de ça, elle est peut-être préférable chez Red Hat avec OpenShift, qui embarque cette techno. Et dans ce cas-là, on se dit, on part sur une solution de cloud OpenShift, qui est une excellente solution, maintenue, robuste, base open source, mais est-ce que c'est souverain ? Voilà. Parce que Red Hat, c'est IBM. Bon, alors, ceci étant, j'ai eu une discussion avec le patron de Red Hat pas plus tard qu'hier soir, qui me dit, mais tu sais, on est tenu de délivrer notre code source tous les 15 jours, donc de délivrer toutes les versions de nos codes sources tous les 15 jours, et donc tout ça est public, et donc vous êtes complètement, finalement, indépendant de nous si vous le souhaitez. Mais la maintenabilité, encore une fois, des solutions qu'on va exploiter, elle est, dans le cas de solutions cloud qui hébergent de la prod, pas des simples sites web, elle est quand même assez cruciale. Voilà. Giuliano, vous vouliez rajouter quelque chose sur la dépendance aux technologies propriétaires, l'innovation? Oui, je vais rebondir également sur le cas de VMware. Bien sûr, on a été concerné, comme la plupart des fournisseurs cloud. Notre solution a été de développer une offre IaaS alternative basée sur un produit open source, mais maintenu quand même par une société française. Je peux citer, donc il s'agit de Vates, qui nous a été entre autres recommandé par l'ANSSI. Donc c'est une très belle société avec qui on a créé un partenariat. Et c'est cette offre-là sur laquelle on mise pour le futur. Donc IaaS open source, qui a été qualifié Secure Cloud en 2024. Et qui connaît une croissance assez extraordinaire en ce moment. Au-delà de l'open source, vous avez quand même des clients qui ont des applications qui sont adhérentes à VMware et qui ne pourront pas quitter VMware. Donc on a quand même aussi ce sujet à traiter, qui est l'adhérence de l'environnement applicatif du client à la technologie utilisée dans le cloud. Oui, mais tout n'est pas aux mêmes échelles de risque dans l'offre VMware non plus. C'est ce que disait Olivier. En fait, le vrai sujet, c'est le mieux et l'ennemi du bien. C'est-à-dire que quand on parle cloud ou quand on parle on-prem, je pense qu'il faudrait surtout parler hybridation. Si on a une partie des applications qui est adhérente à VMware, ok, détourons-la et gardons juste cette partie-là, ce qui n'empêche pas de traiter tout le reste. C'est exactement ce que je dis à longueur de temps à qui veut l'entendre et parfois même à mes clients. C'est pas parce que Teams est une bonne solution qu'on doit mettre ses VM d'infra dans Azure. Ça n'a strictement rien à voir. Et si on prend par exemple toute la logique de containerisation, effectivement, au début, il y avait un avantage des hyperscalers qui était énorme et ils ont déboulé avec AKS, WKS, machin, etc., etc. Aujourd'hui, je suis désolé, les offres qu'on a de containerisation sont à peu ou prou équivalentes avec les mêmes niveaux de sécurité, avec des bastions, avec du SSO, avec tout ce qu'on veut. Et donc, en fait, il y a eu, mais comme il y a à l'heure actuelle un leadership incontesté pour ChatGPT, très bien. Mais il y a plein d'autres solutions. Et comme disait très justement Michel Cervantes par la voix de Don Quichotte, « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». Je vois mal, moi, aller commencer à déverser tous mes contrats dans une IA publique et donc de donner du coup de la lisibilité à tous mes concurrents, mais enfin, ça n'a pas de sens. Donc effectivement, c'est pas parce qu'une solution est incontournable qu'on doit tout mettre dans cette solution. On doit juste avoir conscience et dérisquer, comme disait Stéphane à juste titre. On doit juste avoir conscience de ça, on est coincé, ok, on va attendre que la solution arrive pour se décoincer. En revanche, tout le reste où on n'est pas dépendant, on l'évacue, puis c'est très simple. Encore, on vient de le dire, finalement, souveraineté, ça veut dire interchangeabilité. Dérisquer. Et avoir des solutions alternatives, qu'elles soient VMware, qu'elles soient Nutanix, qu'elles soient KVM, qu'elles soient OpenShift. Voilà. Et alors après la messagerie, Nicolas, est-ce qu'il y a des cas d'usage que vous allez pouvoir basculer en souverain
Ah oui, là, ça y est, je pense que la notion de souveraineté est montée à la tête des décideurs depuis janvier 2025. La prise en compte est maintenant réelle. Et on a évidemment des consultations, des appels d'offres importants qui sortent maintenant. Il y en a un qui est public, je peux en parler, c'est la région Occitanie, qui fait une consultation pour basculer tous les environs publics de la région Occitanie, donc sur une messagerie, souveraine. Voilà. Et là, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui sont capables d'y répondre aujourd'hui de manière professionnelle en tout cas. Et c'est quoi la prochaine étape pour vous, après la messagerie? C'est l'IA. On a sorti une offre qui s'appelle iCode Private AI et clairement, comme le disait Stéphane, l'idée c'est d'exécuter le LLM sur nos plateformes d'IA chez nous, dans nos data centers, de manière à ce que les données des clients restent localisées ici, ils ne partent pas chez les opérateurs d'IA américains ou au pire chinois. Donc on exécute le LLM chez nous, on développe le cas d'usage attendu par le client sur les données qui sont hébergées chez nous et le client récupère le résultat du LLM chez nous. Donc on opère. Cette IA, elle est totalement souveraine et comme on dit, notre slogan c'est votre IA, vos données, notre souveraineté. Parce qu'un client français ou une entreprise française, quelle que soit sa taille, qui se fait piquer son savoir-faire par les Américains ou par des tiers, il y aura d'ailleurs, je l'ai déjà dit, je l'ai déclaré, il y aura des affaires d'espionnage industriel retentissantes dans les années qui viendront à travers le Cloud Act et à travers les opérateurs de cloud américains. C'est écrit d'avance. Bon, donc quand on sait ça, on anticipe et on se dit, voyons avec qui je peux travailler de manière... Parce que les serveurs en IA, faut pas se raconter l'histoire. C'est des puces NVIDIA, c'est des GPU NVIDIA, c'est des processeurs américains, c'est des serveurs américains. Aujourd'hui, nous on travaille soit avec HP, Hewlett Packard Enterprise, soit avec Dell sur ces plateformes-là. Il n'y a pas 50 solutions en termes de serveurs. Mais ce qu'il faut, c'est encore une fois que ces serveurs soient localisés chez nous et que les données restent chez nous et que les LLM soient exécutés chez nous, ce qui est tout à fait possible. Beaucoup de clients s'imaginent que ChatGPT, forcément, on est obligé de balancer ces données sur leur propre serveur. Pas du tout. Vous pouvez acheter l'agent ChatGPT 4. Alors le 5, ils ne le vendent pas pour l'instant directement, mais le 4, suscitant, est, d'après ce qu'on me dit, plus puissant que le 5, en tout cas mieux conçu. Bon, vous pouvez acheter l'agent ChatGPT 4 et l'exécuter chez vous, c'est un non-sujet. Ça se sait pas assez. Hein, ouais. Et c'est important. Enfin, nous, on a un autre slogan qui est, enfin, c'est plutôt le mien d'ailleurs, c'est souverain mais pas chauvin. Globalement, l'idée c'est qu'on va pas faire la croix sur la technologie qui fonctionne. Et je reviens, ce qu'a dit Nicolas est très important. On peut pas se désengager de VMware complètement parce qu'il y a beaucoup de développement accroché, il y a beaucoup de sujets. Nous, on gère, c'est un polycloud raisonné. Voilà, on a, enfin, en tout cas, au moins une ETI ou une grande entreprise, elle va aller obligatoirement sur une solution multiple, assez raisonnée, où elle va juste réfléchir. C'est vraiment une question de réfléchir. C'est aussi une question de réfléchir avec ses partenaires sur ses choix et comment j'assure aussi ces migrations, parce que c'est pas des migrations obligatoirement simples. On parlait, et il faut pouvoir assurer que cette migration, elle se fasse sans sujet. Nous je vois un des sujets, par exemple, sur le passage de VMware pour certains sur OpenStack, et en tout cas le fait d'avoir les deux. OpenStack a une complexité, c'est les compétences. C'est difficile de trouver des compétences OpenStack de bon niveau, de les conserver comme dans nos métiers. C'est vrai pour tout l'open source. Oui, c'est vrai pour tout l'open source. C'est pour ça que c'est un des sujets et que voilà, en termes de performance, comme disait Olivier, on arrive maintenant de toute façon à aligner des performances à peu près partout. Oui, similaires. Maintenant, c'est une question de des projets de transformation et des projets de migration hyper bien maîtrisés avec des bonnes équipes et avec les compétences. Nos métiers, c'est aussi d'avoir des très bonnes compétences dans tous ces sujets-là et l'expertise qu'il faut sur ces sujets. Alors, je rajouterais une petite chose sur l'IA et sur la souveraineté de l'IA, principalement sur les modèles et les algorithmes. Parce que ça a échappé à personne. Quand quelqu'un va dans une école en Chine, il apprend le chinois. Quand il va dans une école en Amérique, il apprend l'américain. Quand on prend un moteur d'IA avec le LLM qui va bien, que ce soit ça, il arrive avec son élément embarqué. Or, la réponse à une question, suivant qu'elle porte sur un jeu de données qui est très largement étendu ou qui est restreint au niveau d'une entreprise, est très très différent. C'est-à-dire que si on demande le meilleur d'une chose ou le meilleur d'une autre sur des données qui sont globalisées, on va avoir des réponses qui vont être totalement hors scope
de notre pays, la France, qui représente quelque chose d'énorme à l'échelle mondiale, surtout pour les Français. Et par contre, quand on commence à avoir des jeux de données qui sont plus restreints, des algorithmes qui sont spécialisés, des éléments d'IA qui sont plus structurés pour répondre précisément sur un domaine, là on commence à tirer vraiment les bénéfices de l'IA pour l'entreprise. C'est-à-dire que la réponse n'est pas générale, la réponse, elle est pertinente. Et la souveraineté, elle vient de là aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que tous autour de la table, on a développé des messageries souveraines, on a développé de l'IA souverain, etc., etc. Les enjeux, à mon sens, ils vont un peu plus loin encore. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura la souveraineté, il faudra avoir l'algorithme qui va bien, la donnée qui va bien. Et donc, ça veut dire collecter ces données, les filtrer, les machins, les laisser dans l'univers du client. C'est important. Et la data gravity, ce qu'on appelle la data gravity, c'est de rapprocher le traitement de la donnée. Oui. Si vous avez la donnée à un endroit et le traitement très éloigné ou extraterritorial, quoi que ce soit, c'est le sujet. Nos buts, c'est de rapprocher l'ensemble et d'avoir le moins de distance possible pour avoir une gravité de data, de données. Voilà. Et un bilan carbone qui est meilleur. Un bilan carbone qui est meilleur. Giuliano, je voudrais que vous puissiez vous exprimer, notamment effectivement sur la dépendance à VMware et puis voilà les surcoûts liés finalement à la souveraineté. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, donc au sujet des surcoûts, donc j'ai lu, comme peut-être certains d'entre vous, le rapport de la Cour des comptes autour de la souveraineté qui est sorti il y a quelques jours. Ce rapport fait mention d'un surcoût d'à peu près 25% sur les solutions souveraines. Alors, c'est pas évident de commenter cela dans le sens où, à notre niveau, on a fait le choix, quand on a fait qualifier notre offre IaaS SecNumCloud, de garder un prix équivalent pour l'offre qualifiée. Mais effectivement, ça génère des coûts du côté fournisseur pour faire qualifier des solutions de sécurité. Il faut faire des audits, il faut prendre en compte la sécurité dès le début, faire des appréciations des risques. Et puis le simple fait d'avoir des équipes en France, c'est plus onéreux que d'offshoriser. Oui, absolument. Absolument. Donc en France ou en Europe. Il faut rappeler que par rapport au cadre légal et réglementaire, en France, il faut quand même prendre en compte le cadre européen, c'est-à-dire on n'a pas le droit en France d'imposer des solutions ou des certifications qui pourraient porter atteinte au libre marché européen. Donc, même si SecNumCloud est une très bonne qualification, l'idéal pour nous, en tant que fournisseur cloud qui a des ambitions de développement européen, ce serait qu'il y ait une certification, une qualification au niveau européen. J'ai fait référence à EUCS. EUCS. Oui. Et ben voilà, sur le point de sortir. Parlons-en. Voilà. Alors, est-il nécessaire et suffisant de respecter certaines normes et réglementations, notamment SecNumCloud, pour garantir la souveraineté numérique? Première question. Et qu'attendez-vous de cette réglementation européenne? Vous semble-t-elle un moteur ou un frein de souveraineté? Voilà. Il nous reste 2 minutes. Vous avez 30 secondes pour répondre à ces 2 questions. Pour des acteurs de notre taille, je pense que la question de contourner SecNumCloud ne se pose pas, puisque ça ferme simplement tous les marchés publics si on n'est pas dans le domaine. Donc en fait, là, c'est pas une certification, c'est une qualification, et c'est une qualification qui de toute façon est incontournable. Donc il y a 2570 OIV, OSV de toute façon qui seront un minimum SecNumCloud. Voilà. Mais attention, SecNumCloud ne donne pas toute la souveraineté. SecNumCloud, c'est un cadre. D'abord, ça donne un cadre, ça pose des choses, ça pose un certain nombre de règles. Mais on en revient à tout ce qu'on a dit. Si nos actionnaires sont pas français, ça ne protège pas des lois extraterritoriales. Ça ne protège pas si on infogère un SecNumCloud depuis l'offshore. Ça ne le protège pas. Donc c'est toute la chaîne. La souveraineté, il faut aller c'est toute plus la loin, chaîne. donc. Absolument. Et EUCS, alors, aller plus loin en termes de
SNC est vraiment d'un très bon niveau en termes de sécurisation et de cybersécurité. Aller plus loin, pas obligatoirement, parce que EUCS sera pas obligatoirement plus élevé, d'ailleurs, Oui. il sera plutôt moins élevé que Secnum Cloud. C'est ce qui se dit. On attend de ce qu'il en va. C'est pas une question d'être c'est d'avoir un cadre, de le respecter, de tous être d'accord et aligné, parce que au niveau européen, c'est un des sujets. Ça permettra sûrement, qui peut le plus, SNC permettra sûrement d'avoir le niveau européen. SNC, Mais on a le droit d'être polémique 2 minutes. oui, L'Europe, ça va bien de chez nous jusqu'à Viktor Orban. voilà. Ouais, c'est ça. Voire même, il y a eu un temps, c'était même jusqu'à... Donc, La Russie. je sais pas. Moi, En fait, tout j'ai dépend, tendance à parler à quelle entreprise on s'adresse, quelle typologie de clientèle on s'adresse. Nous, on a quand même pas mal de clients internationaux et qui nous interrogent aujourd'hui sur nos projets sur UCS, beaucoup plus que Secnum Cloud. D'accord. Voilà, qui est quand même un produit, une approche très franco-française de la chose. Et quand on a des clients qui sont des multinationales, ou en tout cas qui sont implantés dans différents pays du monde entier, eux, tout de suite, ont une réflexion législation européenne. Giuliano, 20 secondes. Oui, autour de UCS, il faut noter qu'il y a un énorme lobbying des hyperscalers pour bloquer l'application, la validation du niveau High Plus avec des critères de souveraineté forts, comme Secnum Cloud. Et on va dire le moyen qu'on a trouvé à notre petit niveau de contourner ça, c'est pour l'instant de viser la certification niveau 3, Gaia X, qui contient, elle, des exigences de souveraineté très fortes. Très bien. Bon, écoutez, on va conclure de cette manière-là. Merci beaucoup pour votre participation. Tout de suite, nous allons recevoir un nouvel avis d'expert, Christophe Barou, Chief Revenue Officer de Harfang Lab, et Cyril Simonet, Chief Revenue Officer de Sequoia, pour une intervention de quelques minutes. Et nous nous retrouvons dans 10 minutes pour notre troisième table ronde consacrée à la gouvernance, le risque. Voilà. À tout de suite. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.